génératrice! Ferme la génératrice! Alright. Ouh. OK. Bon, on recommence. Mon nom est Ticlou, vous êtes sur la chaîne Mes Partis Pris, et aujourd'hui, il y a une raison pour tout ce bruit-là, c'est que je vous présente le jeu Pay Dirt. Un jeu de Tori Newman, qui est aussi derrière l'excellent jeu Alien Frontiers. C'est un jeu de la maison d'édition Crash Game de 2 à 5 joueurs de 13 ans et plus qui se joue en moyenne en 90 minutes. Dans Pay Dirt, les joueurs sont des propriétaires de compagnies minières en Alaska et le but, c'est de faire, dans le fond, c'est d'exploiter le plus d'or possible avant que les sols gèlent et ne soient plus exploitables. Et tout ça au travers des mécaniques de placement d'ouvriers, donc les worker placement, et de vente aux enchères. Mais creuser en Alaska, c'est pas toujours facile. Il y aura plusieurs événements et plusieurs embûches qui vont probablement nuire aux opérations des joueurs. Au début, les joueurs vont commencer avec une petite équipe de miniers, avec des équipements médiocres et des terres très pauvres. Mais à force de creuser et de sortir de l'or, les opportunités seront plus grandes pour aller s'acheter des équipements spécialisés, aller se chercher du personnel qualifié, comme Roger, et aussi d'aller se procurer des terres qui sont plus riches en or. Mais les joueurs vont devoir vraiment faire des choix. Est-ce que je vais vraiment chercher l'équipement qui est plus spécialisé? Est-ce que je vais chercher des gens comme Roger? Il va falloir faire vite parce que le sol en Alaska gèle rapidement et deviennent bientôt non exploitables. Alors, si un jeu comme ça vous intéresse, suivez-moi, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte, on regarde comment on joue une partie et on revient à la fin avec mon appréciation finale. Roger, on recommence! Go! C'est de l'argent, man! Alors nous voici installés devant le jeu Pay Dirt. Dans le jeu Pay Dirt, il y a un plateau principal et chaque joueur va avoir son plateau individuel. Sur le plateau principal, on retrouve les tuiles, équipements lourds, personnel, donc les différents professionnels qu'on va engager, les différentes terres, les tuiles terres qu'on va acheter. On retrouve aussi ici des équipements plus légers comme des générateurs, donc des équipements qui peuvent nous aider dans notre campement ou dans l'exploitation des terres. On va retrouver aussi différents endroits pour placer nos ouvriers, je vous reviendrai avec ça plus tard. Et on retrouve ici une échelle de température de 15 degrés à 0 degrés. Quand le jeton arrive sur 0 degrés, c'est la fin de la partie. Les sols sont gelés et on ne peut plus exploiter l'or. Alors quand on regarde au niveau des équipements plus en détail, on a les équipements lourds ici. Donc dans le fond, ce qu'il va falloir faire, c'est payer le coût ici en l'air. Nous avons le type d'équipement lourd et nous avons ici des points d'usure. Dans le centre, on va avoir aussi toujours la quantité possible de parcelles de terre que va pouvoir traiter l'équipement. C'est-à-dire que on peut avoir ici une parcelle de terre que l'équipement va traiter, alors qu'ici, il y a 2 espaces, donc on aurait 2 parcelles de terre là, qui peut être traitées par cet équipement-là. Dans le fond, les parcelles de terre, on en a différentes catégories. On a les parcelles de terre qui sont pauvres en or, qui sont prometteuses en or ou qui peuvent être riches en or. Donc souvent à l'arrière, on va trouver justement ceux-là qui sont pauvres vont avoir moins d'or, alors que ceux qui sont riches et prometteuses vont avoir plus d'or. Mais des fois, même les prometteuses peuvent avoir plus d'or que les riches et vice-versa. Mais la plupart du temps, on peut considérer que les terres qui sont riches et prometteuses vont apporter beaucoup plus d'or que les terres qui sont pauvres. Alors aussi, on a ici on peut aller chercher des professionnels, différents professionnels, donc c'est la même façon de faire, il faut payer le coût ici en l'air. Et on va avoir ici l'avantage à ce moment-là de la carte pendant qu'elle est en notre possession.
Et lorsqu'ils auront ce symbole-là, les cartes, c'est qu'on va pouvoir aller se chercher des ouvriers de plus. Dans notre réserve, on va pouvoir aller se chercher des ouvriers de plus. Et au niveau des terres, c'est la même chose. Pour acquérir une terre, on doit payer le coût ici en l'air. Et on a 3 parcelles de terre par terrain, par terre. Donc ici, on voit que c'est une terre qui ne coûte pas beaucoup cher, mais justement parce qu'elle est pauvre et prometteuse en or. Alors qu'une terre qui est riche en or, riche, pauvre, riche, donc ils ont plus de chances d'avoir à ce moment-là de l'or, elle va coûter beaucoup plus cher que celle qui a juste des terres pauvres, des parcelles de terres pauvres. On a aussi des équipements, les petits équipements. Donc c'est la même chose, on a le coût ici de l'équipement et on a ici l'usure de l'équipement, les points d'usure. On a des équipements qui nous aident au niveau du campement, qui sont brunes, et on a des équipements qui nous aident au niveau d'exploiter le terrain, qui sont oranges. Au niveau du plateau individuel, c'est ici qu'on va pouvoir placer nos matériels lourds qu'on a acquis. On va pouvoir aussi placer ici nos ouvriers qui sont en attente d'aller travailler. Et c'est sur ce plateau-là principalement qu'on a aussi des places disponibles pour aller placer nos ouvriers dans la phase du placement des ouvriers. Donc au départ, on commence avec 5 ouvriers sur 10 qui sont disponibles pour nous à travailler. On commence avec 9 000 $. Un joueur sera le premier joueur avec ce beau player token, un beau marqueur de premier joueur. Et aussi, chaque joueur va commencer avec la même parcelle de terre, la même terre, donc avec 3 parcelles de terre pauvres. Qu'on ne doit pas révéler. Jamais durant le jeu qu'on va devoir révéler ce qu'il y a en arrière. Il va toujours falloir le garder secret, même si c'est secret pour nous aussi. On ne sait jamais quel or qu'il peut y avoir sur nos terres, jusqu'à temps qu'on finalise le processus d'exploiter de l'or. Et c'est à la fin de ce processus-là qu'on va savoir combien d'or on va avoir. Alors ça, c'est le plateau individuel. Alors pour la première phase du jeu, le premier joueur va commencer une mise aux enchères avec les équipements qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'il y a toujours 3 équipements lourds disponibles, 3 ouvriers ou professionnels disponibles et 3 terres de disponibles. Et les enchères seront parmi ces équipements-là. Alors le premier joueur, ce qu'il va faire, va décider, lui, de partir une enchère sur un équipement qu'il veut. Ou probablement peut-être un équipement qu'il veut voler à quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Mais admettons qu'il veut commencer avec la mise en enchère de ces professionnels-là ici, qui vaut 4 000 $. Alors dans son enchère, il doit miser minimum le prix, le coût de l'équipement ou du professionnel. Alors il va décider, moi je mise 4 000 $ sur cette carte-là. Alors dans le sens des aiguilles d'une montre, le prochain joueur va dire c'est correct, moi je mise 5 000 $. Et ainsi de suite. Alors, les joueurs doivent toujours réenchérir, donc miser davantage sur chaque mise ou passer. Et lorsque tout le monde aura passé, c'est le joueur qui aura misé le plus haut qui va remporter l'item. À ce moment-là, si c'est le premier joueur qui remporte l'item, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à ce moment-là un jeton no bid sur la pile des professionnels ici, c'est-à-dire qu'on ne peut plus gager ou on ne peut plus mettre de faire de nouvelles enchères avec cette catégorie-là. Et si à ce moment-là, c'est le premier joueur qui remporte la mise en enchère, c'est au joueur, dans le sens des aiguilles d'une montre, le prochain joueur qui va commencer une nouvelle enchère. Et il y aura autant d'enchères qu'il va y avoir de joueurs. Alors, c'est-à-dire, s'il y aurait 3 joueurs, il y aurait 3 rondes de mise aux enchères. Et c'est ça. Si jamais le premier joueur n'avait pas gagné l'enchère, donc c'était le deuxième joueur ici qui avait gagné, qui avait betté plus haut, alors ça revient à ce joueur-là et le premier joueur va recommencer une nouvelle enchère. Et ainsi de suite jusqu'à temps, comme je vous ai dit, qu'il y ait le nombre d'enchères égal au nombre de joueurs. Lorsque la mise est remportée, lorsque la ronde des mises est terminée,
Les joueurs doivent immédiatement mettre en place les équipements ou les professionnels qu'ils ont remportés dans les enchères. C'est-à-dire, si, admettons que moi j'avais remporté l'excavateur ici, je dois remplacer l'excavateur précédent. Alors, je vais tout simplement mettre ma tuile par-dessus celle qui est là. Et si jamais j'avais déjà un terrain qui était dans le fond sur l'excavateur déjà, ben je remettrai le terrain sur le nouvel excavateur et les points d'usure de l'ancienne machine seraient, eux, à ce moment-là, discartés. Voilà. Si je remporte un professionnel, à ce moment-là, je le mets ici à côté de moi et c'est ici toute la section des professionnels. Il n'y a pas de limite au nombre de professionnels que tu as. Par contre, si mon professionnel que j'ai gagné a deux symboles comme ça ici, alors à ce moment-là, je vais pouvoir aller me rajouter 2 travailleurs dans ma réserve qui vont m'être utiles pour la phase tantôt de placement d'ouvriers. Et pour les nouveaux terrains, si j'ai acheté des nouveaux terrains, ils sont placés ici à la gauche et je peux avoir un maximum de 3 terrains. Quand je place un nouveau terrain, je dois y mettre les partiels de terrain correspondants. Donc, pauvre, pauvre et prometteur. Encore une fois, je ne regarde pas du tout l'argent ou l'or, c'est-à-dire qu'il y a en dessous des terrains. C'est un peu une chance. Mais je sais que celle qui est prometteuse ici va donner plus d'argent que les pauvres ici. Alors, c'est ce que je fais ici aussi pour l'autre terrain. On peut avoir un maximum de 3 terrains. Si jamais j'allais me chercher un autre terrain, que j'ai déjà des terrains en place, je dois à ce moment-là enlever un terrain et remettre mon nouveau terrain. Une fois que les terrains, il n'y a plus de partiels parce qu'on va avoir traités en cours de jeu. Donc, toutes les partiels ici, à un moment donné, ils vont être ici en cours de traitement. À ce moment-là, cette parcelle-là ne pourra plus jamais être... on ne pourra plus rajouter de nouvelles parcelles à moins qu'on ait une carte, un événement spécial qui nous dit le contraire. Avant de passer à la phase placement d'ouvriers, je vais juste vous expliquer le fonctionnement de la machinerie lourde avec le point d'usure. Donc, la machinerie lourde ont des points d'usure, c'est qu'à chaque fois qu'il va avoir un terrain, une parcelle de terrain qui va être traitée par un équipement, à chaque fois que la parcelle rentre dans l'équipement, donc si elle rentre ici, il va avoir une usure de placer. Et ici, on voit qu'il y en avait trois emplacements pour l'usure, 3 points d'usure disponibles sur cette machinerie-là. Tandis que ma machinerie ici est un peu plus performante parce qu'elle traite plus vite la terre parce qu'il y a juste un espace. Donc, la terre va être traitée beaucoup plus rapidement. Je vais pouvoir avoir mon or plus rapidement. Elle est plus efficace, mais elle se brise plus facilement parce qu'elle a juste 2 points d'usure. Donc, s'il y avait une terre qui rentrait sur cet équipement-là, chaque fois qu'il y a une terre qui rentre, je place un point d'usure. Et si jamais on obtient le point d'usure maximum d'un équipement, alors cet équipement-là est brisé. Il n'y a plus de terre qui peut être traitée, c'est-à-dire rentrer dans l'équipement. Par contre, si l'équipement avait 3 espaces, on voit ici 3 espaces, puis que, bon, elle a atteint son maximum de points d'usure qui est 3. L'équipement, on dit qu'il est brisé, donc il ne peut plus recevoir, à partir de cette tuile-là, il ne pourra plus recevoir de terrain. Par contre, les parcelles de terrain qui sont déjà dans l'odeur, ici, vont quand même pouvoir continuer à bouger. Mais il ne pourra plus recevoir de terrain. Et comment on va faire pour se débarrasser des points d'usure? Tantôt, dans le placement des ouvriers, il y aura une possibilité d'enlever les points d'usure. Il y a des équipements ici, par contre, qui ont des points d'usure rouges. C'est-à-dire que ici, si on avait cet équipement-là à place et qu'on avait 3 points d'usure, donc, sur les points d'usure rouges, c'est-à-dire cet équipement-là n'est pas juste brisé en attente d'être réparé, il est complètement brisé. Alors, à ce moment-là, il doit être défaussé complètement et on perd notre équipement qui était super efficace. Outre que de placer un ouvrier pour réparer la machinerie lourde, ce qu'on peut faire aussi, c'est que tantôt, dans la première phase, quand c'était la mise en enchère, si on gagne
un équipement machinerie lourde, ce qu'on peut faire, c'est la défausser immédiatement au lieu de la placer dans notre plateau. Et quand on la défausse, on peut réparer le nombre de points d'usure qui est indiqué sur la carte. C'est-à-dire qu'ici, on a 3 points d'usure. Alors, ce que je pourrais faire, c'est la prendre pour des pièces. Donc, je la prends pour des pièces. Donc, je la défausse. Ça me donne des pièces neuves. Et ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permettrait d'enlever les 3 jetons d'usure ici, puisque il y avait 3 jetons d'usure ici, 3 points d'usure. Alors, je la prends pour des pièces et c'est une autre façon pour moi de réparer mon équipement. Donc, maintenant qu'on sait comment fonctionnent nos équipements lourds, on s'en va à la phase placement d'ouvriers. Dans cette phase-là, tous les joueurs vont simultanément placer leurs ouvriers à différents endroits sur leur plateau personnel ou sur le plateau central afin de bénéficier de certaines actions, certains avantages. Sur le plateau individuel, les joueurs peuvent placer leurs ouvriers au-dessus ici des équipements lourds. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de transformer les parcelles de terre en or. Donc, c'est le processus de transformation. Ils doivent passer au travers l'excavateur, le loader et ici la machine qui lave, là, en anglais le wash plant, pour finaliser avec de l'or pur dans nos mains. Alors, comment ça fonctionne? C'est que chaque travailleur va faire avancer la transformation de la parcelle de terre. Exemple, pour un travailleur qui est installé ici, c'est de faire venir dans le fond une parcelle de terre sur l'équipement. Alors ici, on peut choisir, on a le choix d'aller choisir la parcelle de terre que l'on veut, à part si nous sommes sur une terre comme ça ici, où là, il faut absolument procéder par la première ici, la deuxième, ainsi que la troisième ici. Mais admettons, bon, je prends ici la parcelle de terre prometteuse. Je l'amène là, comme j'ai dit tantôt, je dois mettre un usure parce que c'est la première fois que la parcelle de terre rentre sur la tuile. Alors, ce travailleur-là a fait son travail. Ici maintenant, le premier travailleur va permettre à cette parcelle de terre-là de rentrer. On met un deuxième point d'usure ici. Et les 2 autres travailleurs vont faire avancer de 1 case pour chaque travailleur. Jusqu'à temps qu'on arrive ici à la dernière case où quand la parcelle de terre ici obtient la dernière case, traverse la dernière case, c'est là qu'on va révéler et on va avoir le nombre d'or qui est indiqué, qui est dans ce cas-ci 3 or, donc on va aller chercher à la réserve. Bon, au niveau des ors, une grosse pièce d'or vaut 3 or, chaque petite pièce d'or ici vaut 1 or chaque. Donc, le joueur irait chercher une grosse pépite d'or et la parcelle de terre à ce moment-là, elle est discartée. Il y a des règles aussi importantes à suivre dans le processus de transformation des parcelles de terre en or. C'est que, exemple, il ne peut pas jamais y avoir 2 parcelles de terre une sur l'autre. Et aussi, une parcelle de terre ne peut jamais passer par-dessus une autre. Donc, c'est vraiment une chaîne. Chaque parcelle de terre doit traverser toutes les étapes nécessaires pour, à ce moment-là, se faire transformer en or. Les autres endroits, après ça, un travailleur peut être placé ici, à côté des points d'usure. Et pour chaque travailleur placé à côté des points d'usure, chaque travailleur peut enlever jusqu'à 2 points d'usure sur la machine adjacente. Donc, les travailleurs ici viendraient se débarrasser des points d'usure. Pour le placement d'ouvriers sur le plateau central, dans le fond, il y a 2 sections. Il y a les Sales Office, ces endroits où on va pouvoir aller se chercher de l'argent. Et il y a le Gear Supplier, qui est l'endroit pour aller se chercher des petits équipements. Alors, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que les joueurs vont placer leurs ouvriers. Mettons, on en place 2 verts ici, puis qu'on place 2 verts ici et 2 rouges. Donc, dans le Sales Office, c'est que pour chaque ouvrier qui est placé ici, on peut vendre jusqu'à 2 pépites d'or pour aller se chercher 3000 $ pour chaque pépite d'or. Et puis, dans les pépites d'or, excusez, c'est pas les grosses, mais plutôt les petites. Donc, pour chaque ouvrier, on peut donner 2 pépites d'or pour aller se chercher 3000 $ par pépite. Donc, ici, si j'ai 2 verts, j'ai la possibilité, dans le fond, de me séparer de 4 pépites d'or
pour aller me chercher 12 000 $ que je peux aller me chercher à ce moment-là de la réserve et qui va être utile à ce moment-là pour moi, pour plus tard, pour aller probablement faire des enchères de plus pour gagner d'autres équipements. Donc, je mets ça dans ma petite réserve d'argent. Ici, pour les travailleurs qui sont au Gear Supplier, c'est que chaque travailleur qui est là va te permettre d'aller chercher un équipement, un des petits équipements sur le côté. Donc, c'est le premier joueur qui va commencer. Donc, un vert va aller se chercher un équipement en dépensant le coût de l'équipement. Après ça, ça s'en va en sens des aiguilles d'une montre. Donc, ça va être le joueur rouge qui va aller chercher un équipement. On revient avec un joueur vert. Et par la suite, le joueur rouge. Donc, ce sont les deux endroits où on peut aller placer des travailleurs sur le plateau central. Alors, une fois que les petits équipements sont achetés, on va immédiatement sur notre plateau individuel les déposer au bon endroit. Donc, les équipements ici pour exploiter le terrain et les équipements de campement. Lorsqu'on ajoute un équipement, il suffit tout simplement de l'ajouter par-dessus l'équipement précédent. Alors, comment ça fonctionne? C'est que n'importe quand, durant le tour, le joueur peut utiliser un de ses équipements en y déposant un point d'usure sur ces points d'usure ici. Et tout comme les équipements lourds, les petits équipements, une fois que tous les points d'usure sont installés, ben, l'équipement il est brisé, il ne peut plus être utilisé, à moins qu'on y dépose effectivement un ouvrier à la phase placement d'ouvrier pour, à ce moment-là, venir réparer l'équipement et pouvoir l'utiliser à nouveau. Lorsqu'un nouvel équipement se rajoute, les points d'usure sont tout simplement défaussés. Tout comme le placement simultané des ouvriers, chaque joueur va aussi résoudre ou faire l'action de chaque ouvrier de façon spontanément. Donc, simultanément, c'est-à-dire. Donc, tous les joueurs vont faire leurs actions et une fois que les actions sont toutes faites, dans le fond, tous les travailleurs, les ouvriers vont retourner à la réserve personnelle de chaque joueur. Après la phase placement d'ouvriers, vient maintenant la phase hardship phase, qui est dans cette phase-là qui va y arriver différents événements, différentes embûches. Donc, des événements qui peuvent peut-être favoriser certains joueurs et nuire à d'autres. Alors, c'est le joueur qui a le moins d'or à ce moment-là qui va piger le nombre de cartes hardship correspondant au nombre de joueurs dans la partie. Donc, exemple, pour une partie à 3, je choisirais les 3 premières cartes et va les regarder. Donc, c'est le joueur avec le moins d'or qui fait ça. Va les regarder, il va en garder une et par la suite, va donner son paquet au prochain joueur qui a moins d'or. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il reste juste une carte. Alors, ce qu'il faut comprendre des cartes hardship, c'est qu'il y a différentes catégories. C'est que ça peut être des événements qui affectent les équipements, qui affectent ton personnel, donc tes professionnels, tes cartes de professionnels, ou tes terrains que tu es en train d'exploiter. Alors, dans le fond, on lit ici l'effet. La personne garde une carte, le donne au prochain joueur, le prochain joueur garde une carte, le donne au suivant, et celui qui a le first player marker va avoir une carte, et on regarde ici le nombre de degrés de moins que ce joueur-là, donc la carte qui est reçue par le first player, va regarder ici, on a moins 3. Et là, on va aller à l'échelle de température et on va diminuer la température du nombre de degrés qui est indiqué sur la carte du premier joueur. Alors, on voit que c'est aussi une façon, des fois, de faire avancer la partie plus rapidement que donner la carte qui fait descendre la température plus vite au premier joueur. Et on se souvient aussi que dès que le pion atteint 0, c'est la fin de la partie. Si on revient aux cartes, ce qu'on va remarquer aussi, c'est qu'on a différents symboles. On a des symboles instantanés, donc l'effet va arriver instantanément. Et on a l'effet ici qui peut durer tout un tour. Donc, l'effet négatif ou positif va durer jusqu'au prochain hardship phase pour le joueur.
Après le hardship phase, c'est la dernière phase du tour, c'est le income phase, c'est-à-dire la phase où chaque joueur va recevoir de la banque 2000 $. Et les phases et les prochains tours recommencent jusqu'à temps, comme je vous ai dit, qu'on soit au point de congélation. Au point de congélation, il va y avoir des différences dans le tour du jeu. Donc, lorsque le marqueur atteint 0 degré, on entame tous une dernière ronde dans laquelle il y aura seulement les deux premières phases, c'est-à-dire la phase de mise en enchère et la phase de placement d'ouvriers. Donc, une fois que la phase de mise en enchère et la phase d'ouvrier est terminée, il y a une dernière façon d'aller se chercher le plus d'or possible, c'est que s'il nous reste des parcelles de terre qui sont non traitées, on va pouvoir à ce moment-là les révéler et compter le nombre de terrains, le nombre d'étapes qui nous resterait avant de vraiment les exploiter au complet. C'est-à-dire, exemple, ici, je viens de révéler un 5 or. Et il resterait 1, 2, 3 étapes à faire avant de les avoir. Alors, ce que je fais, c'est 5 moins 3, ça me donnerait 2 or. Et celui-là ici était 3 or. J'ai 1, 2, 3, 4 étapes à faire avant de l'avoir traité, donc elle me rapporterait aucune or. C'est une dernière façon de se faire de l'or. Et la partie prend fin. Le vainqueur est celui qui a le plus de pépites d'or, donc on calcule les ors de chaque personne, de chaque joueur. Vous savez que ceux-là valent 3 et ceux-là valent 1. Et s'il y a égalité entre les joueurs qui ont le plus d'or, c'est le joueur qui aura le plus d'argent qui va briser l'égalité. Ceci était le jeu Pay Dirt. Allons maintenant à mon appréciation finale. Alors, pour mon appréciation finale de Pay Dirt de Tori Newman. Alors, il y a bien des choses que j'ai aimées de ce jeu-là, puis il y a aussi quelques petites choses que j'ai moins aimées. Alors, commençons par les choses que j'ai aimées. Premièrement, au niveau composantes. C'est génial. Je veux dire, tu peux pas faire mieux. Tous les tuiles sont en carton épais. Les cartes sont en fini linnen, assez épaisses pour pas rouler. Les pièces d'or, regardez, je veux dire, ça chaîne, c'est super beau. On a des pièces de bois pour le First Player Marker, c'est génial, un petit chapeau de mimier. On a même le livre d'instructions qui est fait en chemise. Hein? Le gérant qui a sa chemise puis qui gère ses employés, alors c'est vraiment bon. Le livre d'instructions, il est très bien fait. Côté artistique, c'est super bien fait. Donc, au niveau composant, top notch, c'est numéro 1. Au niveau thématique, je trouve ça génial aussi. Je trouve que la thématique ressort vraiment dans ce jeu-là. Puisque, bon, on est des miniers qui travaillent en Alaska, c'est supposé d'être dur. Ben effectivement, c'est dur. C'est pas facile de sortir l'or, d'exploiter l'or. On a toujours l'impression que, bon, ça prend beaucoup d'actions avant de pouvoir bénéficier vraiment, puis d'avoir nos premières pépites d'or. Puis en plus de ça, on se sent pressé par le gel qui s'en vient. Puis, il y a des événements qu'on va piger au travers qui vont nous nuire. Alors, on a vraiment l'impression de travailler dur pour avoir de l'or entre les mains. Puis quand on a de l'or, il faut l'échanger pour avoir de l'argent, puis aller s'acheter de l'équipement parce que notre équipement brise. Alors ça, pour ça, la thématique, là, c'est super. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est des miniers, puis qu'on travaille fort, puis c'est pas facile. Alors, pour ça, au niveau thématique, c'est super. Les choses que j'aime moins, c'est premièrement, comme je vous ai dit, c'est que dans ce jeu-là, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais avec une mécanique principale de vente aux enchères. Et comme tous les autres jeux, en tout cas la plupart des autres jeux de vente aux enchères, à 2 joueurs, le jeu y souffre. C'est simple, une vente aux enchères à 2, c'est moins fun. Quelqu'un va bêter sur un item, l'autre va passer ou va bêter plus, puis ça finit là. Je veux dire, alors qu'à 3, 4 et même 5 joueurs, ce que ce jeu-là permet, c'est la vente aux enchères vient vraiment être beaucoup plus stratégique. Alors, il y a beaucoup plus d'interactions qui peut se produire. La ronde va durer plus longtemps. Alors, vraiment plus intéressant qu'à 2. À 2, un petit peu moins le fun au niveau de la vente aux enchères. Et l'autre chose, c'est que dans ce jeu-là, on va avoir l'impression aussi que
celui qui commence à sortir de l'or, puis celui qui est le plus riche, le joueur le plus riche, il va être difficile à rattraper par les autres joueurs. C'est plus que tu es riche, plus que ça devient facile, puis plus que c'est difficile de te rattraper. Alors, il y a ça qui est moins... que j'apprécie moins un petit peu. Il suffit de faire 1 ou 2 erreurs en début de partie, et puis tu vois le joueur adverse qui, lui, commence à sortir de l'or, puis ça va bien. Ça va être très difficile de le rattraper, malheureusement. C'est sûr qu'il y a des événements qui peuvent arriver, tout ça. Tu peux le nuire avec ces événements-là, mais reste en sorte qui est difficile à rattraper. Fait que c'est ça, mais somme toute, Pay Dirt, c'est pour moi, je le recommande quand même à tous ceux qui aiment le worker placement, dans le fond, le placement d'ouvriers, parce qu'il a une twist particulière, c'est-à-dire... fait étouffer par ça. Il y a une twist particulière, c'est que la thématique de minier ressort vraiment, hein, fait que c'est différent des jeux fantastiques ou de zombies qu'il y a sur le marché, et aussi en raison de la vente aux enchères. Donc, à jouer à plus de 2 joueurs, je le recommande. Pay Dirt, pour moi, c'est un thumbs up. Alors, j'espère que vous avez apprécié la critique. Et puis, en attendant une prochaine critique, amusez-vous et faites une partie.